Le 14 août 2003, un randonneur allemand nommé Klaus Hoffmann a disparu près du col du Galibier. Les secours ont retrouvé son dictaphone 3 jours plus tard. L'enregistrement commence normalement, sa respiration, le bruit du vent, puis un grattement lent, régulier, comme des ongles sur la pierre, et sa voix tremblante. Was ist das? Was bist du? L'enregistrement s'arrête brutalement. Klaus n'est jamais revenu, mais les secouristes ont trouvé quelque chose d'impossible à expliquer. Des empreintes dans la boue, profondes, étranges. 2 pattes de longueur différente. Le rapport officiel chute dans une crevasse. Sauf qu'aucune crevasse n'existe dans cette zone, et les empreintes s'arrêtaient au milieu d'une clairière, comme si la créature avait disparu dans l'air. Il y a des montagnes où même les chiens refusent de monter. Des vallées où les bergers rentrent avant la tombée de la nuit et ne prononcent jamais certains noms à voix haute. Dans les Alpes françaises, 3 créatures hantent encore les récits interdits. Des êtres dont on parle seulement entre initiés, à voix basse, parce que les nommer, c'est les appeler. Ce que vous allez entendre cette nuit n'a jamais été révélé sur YouTube. Des légendes qui ont survécu au siècle, murmurées de génération en génération, cachées dans les carnets de bergers disparus. 3 créatures, 3 malédictions, une seule certitude. Elles n'ont jamais cessé d'exister. Commençons par celle que vous pensez connaître, mais dont personne ne connaît la vraie histoire. Vous connaissez tous le Dahu, la blague alpine qu'on raconte aux touristes, l'animal aux pattes inégales qu'on chasse pour rire. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le vrai Dahu existe. Et il a tué. Le Dahu noir n'est pas une caricature. C'est une créature documentée dans les archives des villages de montagne depuis le XVIe siècle. Un être né d'une malédiction ancienne, condamné à errer entre 2 mondes. En 1887, un berger nommé Émile Joubert a écrit dans son journal intime une phrase qui glace encore le sang aujourd'hui. « Je l'ai vu descendre la pente à une vitesse contre nature. Ses pattes étaient inégales, mais il courait droit. Ses yeux brillaient comme du charbon ardent. Et quand il m'a regardé, j'ai su qu'il savait mon nom. » Émile Joubert n'est jamais redescendu de la montagne. On a retrouvé son carnet près d'un lac gelé, à plus de 2000 mètres d'altitude. Les pages étaient intactes, sauf la dernière, arrachée, comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on lise la fin. Les anciens racontent que le Dahu noir est né d'une transgression. Un chasseur avait tué une biche sacrée au cœur de l'hiver dans un lieu interdit aux hommes. La montagne elle-même l'a transformé, déformé, condamné à chasser éternellement ceux qui violent ses frontières invisibles. Ses pattes inégales lui permettent de se tenir sur les pentes les plus abruptes. Il chasse la nuit et ne laisse jamais de traces dans la neige, parce qu'il ne touche pas vraiment le sol. Les bergers qui l'ont croisé rapportent tous le même schéma. Le Dahu noir apparaît toujours au moment où vous pensez être en sécurité, quand vous avez rallumé le feu, quand vous commencez à vous détendre dans votre refuge. C'est là qu'il sort de l'ombre.
Il est toujours précédé d'un son caractéristique, ce grattement lent, régulier, hypnotique. Des ongles sur la pierre, un son qui commence au loin, puis se rapproche, jusqu'à ce qu'il soit juste derrière vous. Le cas de Klaus Hoffmann n'est pas isolé. En 1973, un couple de randonneurs suisses a disparu dans les mêmes circonstances près du massif des Écrins. On a retrouvé leur tente déchirée de l'intérieur, leurs sacs à dos alignés côte à côte et leurs chaussures posées en cercle parfait autour d'un feu éteint, comme une offrande. Les gendarmes ont suivi des traces dans la forêt, des empreintes bizarres, asymétriques, qui grimpaient la pente à angle impossible. Puis, elles ont disparu, littéralement au milieu d'un champ de neige vierge. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Un des secouristes impliqués dans les recherches de Klaus Hoffmann, aujourd'hui retraité dans un village de Savoie, a accepté de me parler, à condition que je ne révèle pas son nom. On nous a ordonné de classer l'affaire, de dire que c'était une chute. Mais j'ai vu ces empreintes, j'ai mesuré l'écart entre les pattes, 15 cm de différence. Aucun animal connu ne marche comme ça. Il marque une pause, regarde par la fenêtre vers les montagnes. Et il y avait autre chose. Autour du dictaphone, des griffures dans la pierre, profondes, fraîches, comme si quelque chose avait joué avec l'appareil, comme si ça savait qu'on allait le trouver. Je lui demande s'il pense que Klaus est encore vivant quelque part. Il secoue la tête lentement. Non, mais je ne pense pas qu'il soit mort non plus. Je pense qu'il est parti ailleurs, un endroit où on ne peut pas aller, un endroit entre la montagne et l'au-delà. Les bergers de Haute-Savoie ont un rituel ancien. Quand ils montent leur troupeau vers les alpages en été, ils placent toujours 3 pierres blanches à l'entrée de leur campement, disposées en triangle. C'est un pacte silencieux avec la montagne, une frontière que le Daou noir ne franchira pas, tant que certaines règles sont respectées. Ne jamais chasser après le coucher du soleil. Ne jamais allumer de feu dans les clairières circulaires. Et surtout, ne jamais appeler quelqu'un par son nom complet dans la montagne. Parce que le Daou noir entend, il apprend et il utilise ce qu'il entend. Un berger m'a raconté qu'il avait entendu la voix de son fils l'appeler une nuit. Une voix parfaite, identique, venant de derrière sa cabane. « Papa, j'ai froid, laisse-moi entrer. » Mais son fils était resté au village, à 40 kilomètres de là. Il n'a pas ouvert la porte. Il a attendu jusqu'à l'aube. Et quand le soleil s'est levé, il a trouvé des empreintes tout autour de la cabane. Des empreintes de pattes inégales qui tournaient encore et encore comme si la créature avait attendu, patiemment. « Si tu le vois, m'a dit ce berger, les yeux dans le vague, ne cours pas, ne te retourne pas, ferme les yeux et prie pour que la montagne te pardonne ce que tu as fait pour mériter sa visite. » La deuxième créature est différente. Elle n'est pas silencieuse comme le Daou noir. Elle annonce son arrivée par un hurlement qui glace le sang. La tarasque des sommets est une créature massive, reptilienne, qui hante les zones les plus reculées des Alpes depuis le Moyen Âge.
Les textes ecclésiastiques du XIIIe siècle en parlent comme d'une bête démoniaque aux écailles de fer, crachant une fumée empoisonnée. Mais ce n'est pas une légende médiévale, c'est une présence toujours active. En 1952, un géologue français nommé Pierre Valdrome menait des recherches minéralogiques dans le massif de la Vanoise. Son équipe de 4 personnes campait à plus de 2800 mètres d'altitude. La 3e nuit, ils ont entendu le hurlement. Pierre l'a décrit dans son rapport comme un son qui ne devrait pas exister, grave, résonnant, comme si la montagne elle-même poussait un cri de rage. Le son est venu 3 fois, chaque fois plus proche, puis le silence. À l'aube, un des membres de l'équipe avait disparu. Jean Mercier, 34 ans, géologue expérimenté, alpiniste chevronné. Sa tente était intacte, ses affaires rangées, mais lui, volatilisé. Les recherches ont duré 2 semaines, on n'a rien trouvé, jusqu'à ce qu'un berger local, descendu d'un alpage voisin, leur montre quelque chose. À 500 mètres du camp, sur une paroi rocheuse verticale, il y avait des marques, profondes, parallèles, comme des griffes géantes traînées sur la pierre. Et au sommet de la paroi, à 30 mètres de hauteur, un lambeau de tissu bleu, la couleur de la veste de Jean Mercier. Pierre Valdrome a écrit dans son journal personnel, retrouvé après sa mort en 1989, « Ce que nous avons vu cette nuit-là, je ne peux pas l'écrire dans le rapport officiel. Il penserait que j'ai perdu la raison, mais je l'ai vu, nous l'avons tous vu. » Après le 3e hurlement, quelque chose s'est déplacé sur la crête au-dessus de nous, énorme, quadrupède, avec une silhouette brisée, anguleuse, qui ne correspondait à rien de vivant. Ses yeux, ils brillaient d'une lumière verte, pas un reflet, une lumière interne, comme du phosphore. Et quand elle a bougé, la roche sous elle s'est fissurée, comme si elle pesait des tonnes. Pierre Valdrome n'est jamais retourné en montagne après cette expédition. La Tarasque des sommets, contrairement au Daou Noir, n'est pas une chasseuse silencieuse, elle est territoriale, agressive, et elle ne pardonne pas les intrusions. Les légendes disent qu'elle habite dans un réseau de grottes profondes, sous les glaciers, des cavités creusées dans la roche il y a des millénaires, où la glace et la pierre se confondent. Elle ne sort que la nuit, quand la lune est cachée, quand le vent hurle et masque ses mouvements. Et quand elle sort, elle marque son territoire. En 1978, une équipe de spéléologues italiens a exploré un réseau de grottes près du Mont Blanc. Ils ont trouvé une caverne immense, à plus de 100 mètres sous la surface. Sur les parois, des ossements, humains, animaux, empilés. Certains dataient de plusieurs siècles. Et au centre de la caverne, un tas de crânes, disposés en cercle parfait, tous orientés vers l'entrée, comme un avertissement. L'équipe a quitté la grotte immédiatement, mais l'un d'eux, Marco Rossi, a pris des photos. Des clichés en noir et blanc, flous mais identifiables. Sur l'une des photos, on voit quelque chose dans l'ombre du fond de la caverne. Une masse sombre, trop grande pour être humaine, avec des contours irréguliers, organiques, presque vivants, et 2 points lumineux, verts,
fixant directement l'objectif. Marco Rossi a refusé de retourner dans les Alpes. Les photos ont été classées dans les archives de son université. Elles n'ont jamais été publiées officiellement. Mais j'ai pu les voir et je comprends pourquoi elles ont été enterrées. Les bergers qui connaissent la Tarasque ont des règles strictes. Ne jamais camper près des entrées de grottes, ne jamais allumer de feu près des éboulis rocheux. Et si vous entendez le hurlement, un seul hurlement, partez immédiatement. N'attendez pas le deuxième, parce que le deuxième hurlement signifie qu'elle vous a repéré, et le troisième, qu'elle arrive. Un guide de montagne que j'ai rencontré dans un refuge près de Chamonix m'a raconté ceci. J'ai entendu le hurlement une fois, en 2011. Je guidais 2 clients norvégiens. On bivouaquait à 3000 mètres. Le son est venu du glacier, un hurlement qui a duré 10 secondes, grave, inhumain. J'ai dit à mes clients de plier les tentes immédiatement. Ils ont protesté, ils voulaient savoir ce que c'était. Je ne leur ai pas répondu, j'ai juste dit « on part, maintenant ». On est descendu dans le noir, sans lampe, en silence. Et pendant toute la descente, j'ai senti qu'on nous suivait. Pas des yeux, quelque chose de plus profond, une présence lourde, haineuse. On est arrivé au refuge à 4 heures du matin, et seulement là, j'ai senti qu'on était en sécurité. Il n'a jamais voulu me dire quel glacier c'était, parce que, si je te le dis, m'a-t-il expliqué, tu iras, par curiosité, par défi, et tu ne reviendras pas. La troisième créature est la plus étrange, parce qu'elle ne tue pas. Elle observe. Le veilleur d'école est une entité humanoïde, grande, mince, vêtue de ce qui ressemble à des haillons sombres. Elle apparaît toujours au même endroit, l'école de haute altitude. Ces passages étroits entre 2 vallées où le vent souffle en permanence. Les témoignages remontent au XVIIe siècle. Des marchands qui traversaient les Alpes parlaient d'une figure noire sur la crête, immobile, comme une statue, qui les regardait passer sans jamais bouger. Mais ce qui rend le veilleur terrifiant, ce n'est pas son apparence, c'est ce qu'il fait après vous avoir vu. Il vous suit, pas physiquement, mais dans votre esprit. En 1994, une randonneuse britannique nommée Sarah Mitchell a traversé le col du Lautaret. Elle marchait seule, par beau temps, en plein jour. À mi-chemin, elle a senti quelque chose, une présence. Elle s'est retournée et elle l'a vue. Une silhouette noire, debout sur une crête rocheuse, à 200 mètres d'elle, immobile, les bras le long du corps, le visage ininvisible, comme enveloppé d'ombre. Sarah a continué sa marche, nerveuse, mais elle s'est dit que c'était un autre randonneur. 10 minutes plus tard, elle s'est retournée à nouveau. La silhouette était toujours là, exactement au même endroit, dans la même position. Sarah a accéléré le pas, elle a traversé le col, descendu vers la vallée. Elle ne s'est pas retournée, mais quand elle est arrivée à son hôtel, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le voyait,
debout, immobile, la regardant. Pendant 3 nuits, Sarah n'a pas dormi. Elle voyait le veilleur partout, dans les reflets des fenêtres, dans les ombres des couloirs, toujours immobile, toujours silencieux. Le 4e jour, épuisée, elle est retournée en Angleterre, mais le veilleur l'a suivie. Sarah Mitchell a consulté des psychiatres. Ils ont parlé de stress post-traumatique, d'hallucinations dues à la fatigue, de pareidolie. Mais Sarah savait que ce n'était pas ça. « Il ne me fait rien », a-t-elle expliqué dans une interview donnée à un magazine de paranormal en 1997. « Il ne parle pas, il ne bouge pas, mais il est toujours là, dans mon champ de vision périphérique. Quand je tourne la tête, il disparaît, mais je sais qu'il revient dès que je détourne le regard. » Sarah Mitchell s'est suicidée en 2001. Dans sa lettre d'adieu, elle a écrit une seule phrase : « Je ne veux plus qu'il me regarde ». Le veilleur d'école n'est pas documenté comme les 2 autres créatures. Il n'y a pas de photos, pas de traces physiques, juste des témoignages, des dizaines, des centaines. Tous racontent la même chose, une silhouette noire, immobile, qui vous regarde et qui ne vous quitte plus. Certains disent que le veilleur est un gardien, qu'il marque ceux qui ont violé une frontière invisible entre le monde des vivants et celui des morts. D'autres pensent qu'il est une manifestation de la montagne elle-même, une conscience ancienne qui observe, qui juge et qui décide qui mérite de revenir. Un prêtre orthodoxe dans un village de Haute-Maurienne m'a dit ceci : « Les montagnes ne sont pas mortes, elles sont vivantes, elles respirent, elles pensent et elles ont leur propre justice. Le veilleur, c'est leur regard. Et si tu croises ce regard, tu portes sa marque pour toujours. » En 2017, un groupe de randonneurs espagnols a traversé le col du Galibier. L'un d'eux, un photographe amateur, a pris des dizaines de photos du paysage. Quand il a développé les clichés chez lui, il a remarqué quelque chose d'étrange. Sur 3 photos prises à 10 minutes d'intervalle, il y avait une silhouette noire, toujours au même endroit, sur une crête éloignée, immobile. Il a agrandi l'image, zoomé, et il a vu rien. Pas de visage, pas de détails, juste une forme humanoïde, noire, dense, comme un trou dans la réalité. Il a posté les photos sur un forum de paranormal. Elles ont été analysées, débattues. Certains ont crié au fake, d'autres ont reconnu la silhouette. « C'est le veilleur », a écrit un utilisateur anonyme. « Vous ne le savez pas encore, mais il vous a vu, et maintenant, il ne vous quittera plus. » Le photographe a supprimé son compte. Les photos ont disparu d'Internet, mais des copies circulent encore. Et ceux qui les regardent trop longtemps rapportent tous la même sensation, celle d'être observés. 3 créatures, 3 malédictions, 3 manières de disparaître dans les Alpes. Le Daou noir qui emmène ceux qui violent les frontières invisibles. La tarasque des sommets qui défend son territoire avec une rage primitive. Le veilleur d'école qui marque les âmes et ne les lâche jamais. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces 3 créatures ne sont peut-être pas séparées.
En 2019, j'ai interviewé un ancien guide de haute montagne, aujourd'hui âgé de 87 ans. Il vit reclus dans un chalet isolé, loin de toute civilisation. Il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Les trois créatures ne sont pas des êtres distincts. Ce sont les trois visages de la montagne elle-même. Le chasseur, le gardien, l'observateur. Selon ce que tu as fait, selon ce que tu cherches, selon ce que tu mérites, tu rencontres l'un des trois. Il a marqué une longue pause. Moi, j'ai rencontré les trois. Dans ma vie de guide, j'ai vu le Daou, j'ai entendu la tarasque et j'ai croisé le regard du veilleur. « Pourquoi êtes-vous encore vivant ?» ai-je demandé. Il a souri, un sourire triste, fatigué. « Parce que j'ai accepté. J'ai compris que la montagne est plus ancienne que nous, plus puissante, et qu'elle a ses propres lois. Je ne suis pas revenu, je suis resté, et maintenant, je fais partie d'elle. » Il s'est levé, a regardé par la fenêtre vers les sommets enneigés. Un jour, je monterai là-haut, une dernière fois, et je ne redescendrai pas, parce que la montagne appelle toujours ceux qu'elle a marqués, et quand elle appelle, tu ne peux pas refuser. Les Alpes françaises attirent des millions de visiteurs chaque année, randonneurs, skieurs, alpinistes. La plupart reviennent, heureux, émerveillés par la beauté des sommets. Mais certains ne reviennent pas. Les statistiques officielles parlent d'accidents, de chutes, de tempêtes soudaines. Mais dans les villages de montagne, on sait la vérité. On sait qu'il y a des endroits où même les chiens refusent d'aller. Des cols où le vent hurle des noms que personne n'a prononcés. Des grottes où résonnent des bruits qui n'appartiennent à aucun animal connu. Et des crêtes où se dressent des silhouettes qui ne devraient pas exister. Alors maintenant, je vous pose la question. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui pensez que tout ceci n'est qu'une légende, avez-vous déjà marché seul en montagne? Avez-vous déjà senti cette présence, ce poids dans l'air, cette certitude d'être observé? Ce grattement lent derrière vous, ce hurlement au loin qui glace le sang, cette silhouette noire sur la crête qui ne bouge jamais. Si oui, alors vous savez que les montagnes cachent des choses que la raison ne peut pas expliquer. Et vous savez que si vous retournez là-haut, elles vous attendent. Laissez un commentaire si vous avez déjà vécu quelque chose d'inexplicable en montagne. Si vous avez vu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Si vous avez entendu ce hurlement. Si vous avez croisé ce regard. Abonnez-vous, parce que les Alpes ne sont pas les seules montagnes à cacher des secrets. Et la prochaine fois, je vous parlerai des créatures des Pyrénées. Celles dont même les bergers basques refusent de prononcer le nom. Celles qui ne se contentent pas de regarder. Elles suivent, elles entrent et elles prennent. À bientôt, si vous osez revenir. Et rappelez-vous, la montagne n'oublie jamais ceux qu'elle a vus. Êtes-vous sûr, absolument sûr, de ne jamais l'avoir offensé ?